Hop. Bonjour à tous, je viens de m'autoriser à couper les micros de tous les participants. Hop, pardon, il y a d'autres personnes. J'arrive pas à les faire montrer. Hop, c'est bon. Voilà, je pense que des personnes vont se connecter dans les minutes qui viennent au fur et à mesure, mais on a un ordre du jour assez chargé, donc je propose de commencer. Je suis Anna Seznec, je suis directrice de la stratégie régionale en santé à l'ARS Bretagne. Bonjour, Marine Chauvet, directrice adjointe sur les soins de proximité et les formations en santé. Bonjour, Mathilde Loec, chargée de mission sur les formations médicales à l'ARS Bretagne. Bonjour, Aurélie Kemener, chargée d'études statistiques à l'ARS Bretagne. On vous remercie de votre participation à cette réunion destinée aux membres de la démocratie en santé. Pardon, je suis perturbée par ces gens, mais je vais arrêter de m'en occuper. Je propose des personnes qui arrivent. On a souhaité organiser ce webinaire sur un sujet à la fois technique et stratégique, et pour lequel l'avis des CTS est requis. On reviendra sur la forme. Il nous semblait intéressant d'organiser cette séance compte tenu du calendrier très contraint dans lequel on doit s'inscrire et qui ne colle pas forcément avec vos séances de conseils territoriaux de santé. Donc, certains conseils se sont déjà réunis, d'autres vont le faire. Nous devons rendre notre avis pour le 1er décembre. Les éléments seront transmis le 1er décembre en renvoyant tout de même à l'avis de la CRSA qui sera rendu, j'ai perdu la date, mais tout début décembre. Mais dans cette dynamique, c'était important de vous présenter en détail ces objectifs pluriannuels 2026-2030 sur lesquels votre avis en tant que membre de CTS est requis. Je ne sais pas à quel moment on propose Peut-être que oui, si. Corinne, compte tenu des dates des conseils territoriaux de santé, comme dit Anna Seznec, on a fait ce webinaire régional de façon à être à peu près entre les CTS qui se sont tenus depuis début octobre, où le point a été mis à l'ordre du jour, et les CTS qui se réunissent après ce webinaire. Donc, Corinne Granier va vous expliquer un peu les modalités de concertation de façon à recueillir vos avis dans les délais, de façon à ce qu'on puisse les prendre en compte avant les remonter effectivement au ministère de la Santé et au comité national sur le sujet. Corinne. Oui. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Corinne Granier. Je m'occupe du secrétariat de la CRSA et je fais le lien entre les 7 CTS. C'est moi qui vous envoie les petits messages généralement pour vous informer de la tenue de ce genre de webinaire et de diverses réunions. Là, par rapport, donc, il va y avoir le webinaire de présentation. Il y en a certains d'entre vous qui, effectivement, ont déjà eu leur réunion de plénière et la suivante sera après le moment où la DASPF doit rendre sa copie au national. D'autres non. Donc, ce qu'on va faire, c'est que le webinaire est enregistré. On va l'envoyer au service communication qui, chez nous, va le mettre en ligne sur le site internet de l'agence. Et à ce moment-là, je vous enverrai un mail à tous avec le lien pour revisionner ou pour visionner, pour ceux qui ne sont pas là ce soir, le webinaire, avoir toutes les infos. Et en même temps, vous aurez un lien pour pouvoir vous prononcer favorablement, défavorablement, ou vous abstenir, ou faire des remarques par rapport aux 4 objectifs de formation qui vont vous être présentés. Voilà. Merci beaucoup, Corinne. Alors, évidemment, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou dans le bonjour Nathalie. Conan Mathieu qui lève la main d'emblée. Oui, je commence tout de suite.
Désolée, je trouve un peu dommage finalement de laisser les gens, pour ceux qui ont déjà eu les réunions, pourquoi pas, mais c'est vrai que il me semble que ce type d'information nécessite des échanges et c'est à l'issue des échanges qu'on peut vraiment voter et donner un avis. Là, en fait, ça va être chacun chez soi qui va être devant son ordinateur à donner un avis. Je trouve ça un peu dommage. Voilà, c'était juste ma Alors, petite réaction du matin ou de non, l'après-midi. mais je comprends, on a essayé vraiment de faire au mieux dans ce calendrier, mais les échanges seront repris en CTS, hein. Il y aura un point à l'ordre du jour pour les CTS qui ne se sont pas encore réunis. Ça a été le cas d'ailleurs même pour ceux qui se sont réunis, mais sans la technicité. Là, c'était pour donner ce fond détaillé et effectivement, les membres de CTS qui ne se sont pas encore réunis pourront attendre sous ton contrôle, Corinne. Pour les autres qui ont déjà eu leur séance, le vote sera possible. Mais on va échanger ce soir, hein. C'était l'enjeu justement de pouvoir toucher un maximum de membres de CTS dans le cadre de ce webinaire régional pour à la fois vulgariser, on va dire, le sujet, parce qu'il est quand même à la fois, comme disait Anna Seznec, ardu, technique un peu quand même. Donc on va essayer de le rendre le plus abordable possible, mais il a surtout un enjeu stratégique. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une présentation, de la même manière qu'on a fait déjà aux membres, effectivement, du comité régional de l'ONDPS, hein, qui a eu lieu fin septembre, et de donner lieu à toutes les questions que vous avez avant la fin de la séance. Donc, c'est vraiment pas qu'un temps de présentation, sinon vous aurez juste diffusé une vidéo, mais vraiment de passer ce temps-là entre nous. C'est pour ça qu'on espère qu'il y aura un maximum de gens présents avec les envois et les relances qu'il y a eu. Monsieur Olivier souhaite prendre la parole. Oui, je souhaitais confirmer ou m'associer à l'observation précédente, c'est-à-dire que ça me paraît compliqué que de demander aux membres de CTS de voter à titre individuel de façon un peu isolée. Et donc, pour notre part, s'agissant donc de la CRSA, on a besoin, nous, d'avoir un retour, comment j'allais dire, argumenté et explicité des conseils territoriaux de santé. Donc, je pense que pour le moins, on pourrait, il serait souhaitable d'avoir l'avis des bureaux de CTS et peut-être en méthodologie leur proposer, s'ils le souhaitent, d'organiser peut-être une séance un peu exceptionnelle, peut-être en visio. En tout cas, c'est pas évident, en tout cas. Voilà. Et je m'associe à ce qui vient d'être dit. C'est important pour nous d'avoir vraiment le point de vue des territoires sur cette démographie attendue des professionnels de santé. Je comprends tout à fait votre remarque. Effectivement, 6 CTS sur 7 se sont déjà réunis. Il reste le Finistère. On va peut-être se rapprocher sous ton contrôle, Corinne, des présidents des CTS qui ont déjà eu leur séance et puis proposer ce point-là, une réunion soit du bureau, soit une petite réunion dédiée pour échanger entre membres à l'appui de ce qu'on aura pu aussi se dire ce soir. C'est bien noté. On vous propose quoi? Oui. On va commencer, si vous êtes d'accord, partager le support en question. Donc, il y a 2 grandes parties. On a souhaité, avant d'aller directement sur les propositions d'objectifs de formation 2026-2030, faire un premier bilan 2021-2025 sur ces objectifs nationaux pluriannuels de professionnels de santé à former, parce qu'effectivement, c'est le 2e exercice. Cet exercice a déjà été fait il y a 5 ans pour justement fixer sur les 5 ans passés, 2021-2025, les objectifs de professionnels à former. Donc, un bilan et ensuite les propositions 2026-2030 avec le contexte des travaux 2026-2030, puisqu'on est en 2025, le coût pour 2026, vous allez voir, est déjà parti.
les données statistiques telles que nous, on l'a pensé en région, qui sont parties évidemment de la méthode de 2021-2025 en étant améliorées. Et en sachant que je précise déjà qu'il n'y a pas de méthode nationale, donc chaque région est libre de travailler cette méthodologie, et ensuite donc des propositions par filière que nous avons élaborées en lien avec les UFR concernés et qui ont déjà fait l'objet d'échanges et d'observations dans le cadre de la première instance qui a eu auprès de laquelle nous recueillons également un avis, qui est le comité régional de l'Observatoire de la démographie des professionnels de santé, qui était fin septembre. Donc Aurélie, je crois que c'est Aurélie Kemener qui va commencer. Non, c'est toi. non, c'est moi. C'est toi. Vas-y, Mathilde. Donc, sur le contexte 2021-2025, donc c'est un rapide rappel des premiers objectifs qui se sont tenus là, sur la période quinquennale. Donc les OMP ont été définis par arrêté en 2021. Et ils avaient donc 3 objectifs, à la fois répondre aux besoins du système de santé, réduire les inégalités d'accès aux soins et permettre l'insertion des professionnels, des étudiants. Donc l'arrêté a fixé un nombre de professionnels de santé à former par UFR pour les 4 filières, donc médecine, maïeutique, pharmacie et odontologie, sur la période 2021-2025. Et ces objectifs étaient encadrés par un seuil minimal et maximal d'évolution fixé à plus ou moins 5%. Et donc cela, on le présentera tout à l'heure, mais dans la méthodologie 2026-2030, cet objectif a changé où il n'y a plus de seuil minimal. Sur le bilan donc, de la période 2021-2025, le tableau récapitule l'ensemble des 4 formations, des 4 filières. Donc vous voyez par année le nombre d'étudiants admis en première année du 2e cycle, ce qui correspond à la 4e année pour l'ensemble des formations. Alors, dans le total, en vert sont indiqués les chiffres où les objectifs ont été respectés par rapport à l'arrêté. Donc, sont compris dans la fourchette des plus ou moins 5%. Donc, pour la médecine, il nous manque les informations à Brest, donc on n'a pas pu faire le calcul. Mais pour Rennes, donc sur les 5 dernières années, 1352 étudiants ont été formés en 4e année, ce qui correspond bien donc, à un objectif qui colle bien à l'objectif de 1375 à former sur 5 ans, ce qui correspondait à 275 étudiants par an. Pour l'odontologie, donc idem, les objectifs ont été respectés. Avec une précision, c'est que ces objectifs ont été revus en cours de période entre 2021 et 2025 à la demande des facultés. Et donc, il y a une augmentation de l'objectif initial. Pour la pharmacie, donc le taux d'étudiants formés est en deçà de l'objectif fixé et qui est notamment dû à une faible attractivité de la profession sur certaines années et qui a fait diminuer le nombre total d'étudiants, comme vous pouvez le voir en 2024 et en 2021. Et en 2021 également, où 109 et 72 étudiants ont été admis en 4e année. Et enfin, pour la maïeutique, les objectifs ont été respectés également. Sur le contexte des objectifs donc pour l'année 2020, pour la période 2026-2030, donc ces travaux ont été lancés en juillet dernier par un courrier co-signé du ministre chargé de la Santé et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Comme dit précédemment, on ne nous demande plus un seuil minimal entre plus ou moins 5%, mais donc là, les objectifs à fixer seront un seul plancher qui pourront être dépassés au cours de la période. Et ce qui nous est demandé, c'est un nombre minimum d'étudiants à former, mais qui pourra être dépassé plus au-dessus des 5%, contrairement à 2021-2025. Et enfin, il était prévu donc, dans le courrier de juillet 2025 une concertation donc, de minimum 2 mois associant les collectivités territoriales, les présidents des universités et l'ensemble des acteurs du système de santé et des usagers. Sur le calendrier, donc, on a repris la date du courrier du 3 juillet. Ensuite, le 5 juillet dernier a eu lieu un échange national entre l'ONDPS et les ARS afin de repréciser les attentes sur ces objectifs.
Début septembre, donc, nous avons organisé des échanges avec les UFR afin de fixer les propositions qui vous seront proposées tout à l'heure. Et un comité régional de l'ONDPS élargi s'est tenu le 25 septembre dernier. Et vous allez également avoir en présentation leurs réflexions. Ensuite, donc, le 30 septembre dernier, donc le 30, alors, je crois que c'est le 1er octobre où une réunion a eu lieu entre... 30 septembre. C'est le 30 septembre. Bon, Finalement, on l'a pas vraiment évoqué, c'était pas avec. D'accord. Donc, du coup, je vais passer ce point. Donc, la période octobre-novembre 2025, donc la concertation avec les CTS et le webinaire aujourd'hui. Le 19 novembre, la commission permanente de la CRSA et pour un retour attendu des ONP, comme dit précédemment par Marine Chauvet, le 1er décembre prochain. Sur le calendrier des CTS, donc là, j'ai remis les CTS déjà passés et les CTS à venir pour information. Et sur les données statistiques, je vais donner la main à Aurélie Kemener. Alors, dans le préalable donc, de cette méthode, c'est déjà de regarder le contexte en fait de notre région. Voilà, pour avoir les vues d'ensemble, on est sur la photographie de la démographie telle qu'elle nous est donnée par l'INSEE, donc avec une population de Bretagne qui représente 5% de la population française. Un élément important, c'est que notre population est plus âgée, comporte en tout cas plus de personnes âgées de 65 ans et plus sur notre région par rapport au niveau national. Donc c'est un élément important, sachant que l'âge est un élément critère déterminant de la demande de soins. C'est vraiment un facteur important à prendre en compte. Et notamment quand on compare la situation de la Bretagne, de toujours avoir ces éléments bien en tête. L'exercice aussi qui vous est présenté aujourd'hui, alors il n'y a plus le support Oui. partagé. Voilà, l'exercice en tout cas qu'on a essayé de faire, c'est de se projeter dans les années à venir et de regarder un peu ce que l'INSEE utilise pour les projections de population. Alors, ce sont des projections qui ont été établies par l'INSEE avec le modèle ONFAL 2022. C'est un modèle qui est basé sur les données du recensement de 2018. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être certains phénomènes les plus récents qui n'ont pas été encore pris en compte. Mais bon, malgré tout, les constats dans le scénario central que nous donne l'INSEE, c'est une croissance de la population et au niveau national et au niveau régional, avec un constat qui a déjà été observé sur les dernières années, que la population bretonne, elle s'accroît un peu plus rapidement aussi que la population nationale. Et donc, dans les projections, l'INSEE nous dit que ça va continuer. L'INSEE, dans ce qu'il peut prévoir aussi, nous indique que la population va vieillir de façon un peu plus intense en Bretagne. Donc, c'est un point de vigilance à avoir aussi dans les prochaines années. Sur sur cette projection dans les territoires, on peut voir que il y a des différences qui vont s'opérer aussi au niveau territorial avec dans les constats qui sont faits. Et donc là, c'est les cartes qu'on vous montre là à l'écran, des cartographies qui montrent que c'est par tranche d'âge. Donc vous avez 4 cartes qui représentent l'évolution de la population. On va avoir sur nombre de territoires bretons une régression de la population âgée de moins de 25 ans. Pour pas mal de territoires, même dans les populations entre 25 et 64 ans aussi. Mais par contre, à l'inverse, les populations de plus de 65 ans vont s'accroître dans tous les territoires et en particulier aussi l'évolution des 65 ans et plus va s'intensifier de façon plus forte. Et ça, dans tous les territoires. Alors, voilà, passer ce contexte un peu général de la population bretonne, vous dire que pour
La méthode, on a pu partir du constat qu'il fallait regarder la situation de la démographie des professionnels de santé telle qu'elle était aujourd'hui, se projeter et voir vers quel objectif, quel cap on souhaitait se donner. Voilà. Est-ce que voilà, la situation peut être une situation régionale qui est défavorable actuellement, c'est-à-dire qu'on va avoir une densité de professionnels qui est plus faible que le niveau national, et dans quel cas on se donne comme cap et comme objectif d'au moins essayer d'atteindre ce niveau national, ou sinon, dans certaines professions, on va se retrouver dans une situation inverse où finalement notre densité régionale actuellement est au-dessus du niveau national. Et si c'est le cas, dans ces cas-là, le cap qui a été proposé, qui a été discuté, hein, mais tout ça, on va le voir après, a pu être discuté en fonction des professions, de maintenir le niveau, par exemple, régional qui est actuellement. Sur, alors, voilà. Après, voilà, pour chaque profession, on va essayer de définir cet objectif qu'on se donne dans les années à venir. Et pour nous aider à atteindre cet objectif, on va regarder plusieurs dimensions pour chaque profession. Donc, on va aller regarder l'évolution de la population bretonne. Donc, on a pu en échanger précédemment. On va regarder aussi l'impact du vieillissement de la population, qui n'a pas forcément, alors qui a un impact sur la demande de soins à peu près pour toutes les professions de santé, mais qui est plus ou moins intense en fonction des professions de santé. Donc, c'est essayer de prendre en compte cet élément qui n'avait pas été pris en compte dans la méthode précédente, il y a 5 ans. Donc, voilà, on propose une méthodologie régionale et qui vous est présentée là aujourd'hui. On va de façon plus traditionnelle regarder les départs en retraite à venir des professions de santé. On va regarder la dimension aussi de l'attractivité de notre territoire. Il faut savoir qu'on a des professionnels qui ne sont pas formés en Bretagne et qui peuvent venir s'y installer. Et au contraire, on va regarder aussi les phénomènes de départ. On peut voir aussi que des personnes peuvent partir de la Bretagne, essayer d'évaluer en tout cas notre niveau d'attractivité. Et la dernière dimension qu'on va prendre, c'est effectivement notre capacité à pouvoir former sur la région et de regarder notre capacité aussi à maintenir les professionnels qu'on a formés en Bretagne, à les maintenir en activité sur la Bretagne. Donc voilà, ces éléments qui vont être les dimensions qui sont prises en compte pour chaque profession et essayer d'analyser assez finement les situations. Alors, ensuite, sur les propositions par filière, sauf s'il y a des questions ou des remarques sur ce qui a été présenté. Pas de main levée pour le moment. Alors, donc, on commence par l'odontologie pour les chirurgiens dentistes. Tout d'abord, donc un rapide schéma qui vous synthétise le déroulement des études avec un premier cycle qui se déroule sur 3 ans, un deuxième cycle, donc la 4e et la 5e année sur 2 ans, et donc la particularité de l'odontologie, mais qui existe également pour la pharmacie, c'est qu'il y a la possibilité de faire un 3e cycle court, donc d'une durée de 1 an, ou un internat qui se situe entre 6 et 9 ans suivant les spécialités. Alors, c'est vrai que ce schéma, en tout cas des professions, il est important pour voir un petit peu quels sont ce qu'on a un peu appelé les coups partis, c'est-à-dire quels sont les étudiants qui sont actuellement déjà dans le processus de formation et donc on va dire qu'on sait déjà dans les prochaines années combien d'étudiants vont sortir de nos formations et donc par exemple sur les filières odontologie, on sait à peu près jusqu'au diplômé 2029 et donc là on se retrouve finalement à regarder pour les cohortes de diplômés entre 2030 et 2034 dans l'exercice d'aujourd'hui. Donc et là on s'est donné un horizon à regarder à 2035 pour voilà, établir la situation au 1er janvier 2035. Sur la situation actuellement de l'odontologie sur notre territoire. Alors, donc vous avez les chiffres
vous avez les chiffres de la densité régionale. Hop, là, le fichier est parti. Oui, on a des coupures de réseau dans la salle, on ne sait pas pourquoi. D'accord. Donc, ça revient positivement. D'accord. Alors, donc sur notre densité de façon régionale, notre densité. Alors là, on est sur l'ensemble de la chirurgie dentaire, qu'elle soit libérale ou qu'elle soit salariée. Sur ces constats, on a une densité qui est plus faible que le niveau national. Et on vous donne là les chiffres par département. On a particulièrement une situation difficile dans les Côtes-d'Armor avec une densité faible par rapport même aux 3 autres départements qui ont, voilà, même pour le département par exemple de l'Ille-et-Vilaine qui se trouve au-dessus de la densité nationale. Alors après, une grande vigilance, ce sont des densités qui sont brutes, qui ne prennent pas en compte d'ailleurs l'âge des habitants. Voilà, donc une situation quand même qui est faible au niveau régional. On a 2317 chirurgiens dentistes qui sont donc actifs au 1er janvier 2025. La Bretagne se situe donc au 10e rang des régions françaises. On voit bien, voilà, notre situation elle est défavorable par rapport au niveau national. Voilà, il y a des régions effectivement qui ont des densités plus fortes et donc je cite par exemple Provence-Alpes-Côte d'Azur, voilà, qui a une densité beaucoup plus forte. Mais voilà, le point de vigilance, c'est aussi on a aussi à chaque fois essayé de regarder les situations des régions voisines qui peuvent poser question et aussi poser des difficultés, hein, notamment pour nos territoires bretons qui sont en limite. Et donc, on voit que la densité de chirurgiens dentistes pour les régions de Normandie et de Pays de Loire est même plus dégradée que notre situation à nous en Bretagne. Donc, un point de vigilance. Alors, dans la méthodologie, voilà, qu'on prend en compte, c'est de dire que par rapport à la population bretonne de 2035, on aura un impact qu'on estime un impact du vieillissement de la population bretonne par rapport au niveau national qui s'établit à plus 3,2% de demande de soins. Donc, c'est ce qu'on a intégré dans le modèle. On sait qu'on a aussi 715 chirurgiens dentistes qui sont estimés à partir en retraite d'ici à 2035. On a, alors j'avais dit, j'avais donné le chiffre. Qu'est-ce que tu cherches, Aurélie? Ce que ça représente à peu près 30% hein, de l'effectif des chirurgiens dentistes. C'est 715 chirurgiens dentistes. Et on a constaté ces dernières années quand même un solde positif d'attractivité de notre région pour l'installation de chirurgiens dentistes qui seraient formés en dehors de la Bretagne. Et donc on estime un volume voilà, de 100 à peu près chirurgiens dentistes d'ici à 2035 qui s'installeraient sur notre territoire. Alors là, dans la situation, en fait, la situation régionale étant défavorable par rapport à la situation nationale. Ah, voilà. Là, ça va être. On va mettre en place pour pouvoir essayer d'atteindre. Pardon? Oui, pour pouvoir atteindre la densité nationale. Oui. ça coupe. Ça coupe. On a eu des micro-coupures, mais je peux enlever ma caméra peut-être pour essayer d'être. Donc, au vu de ces éléments dans le modèle de projection à 2035, ayant l'objectif d'atteindre, si on a l'objectif effectivement d'atteindre une densité nationale, eh bien, on est sur une estimation de 328 étudiants par an. Donc, sur les propositions travaillées avec les UFR et présentées au comité régional de l'ONDPS, il a été décidé pour l'odontologie, donc pour Brest, d'avoir 50 étudiants à former par an, ce qui sur 5 ans donnerait un total de 250. Et pour Rennes, 272 en 2026 et 2 étudiants en plus à former pour arriver à 80 étudiants
sur l'année 2030-2031, pour un total de 380 étudiants au total sur la période donc, de 5 ans. Et donc, on arriverait à 630 étudiants à former au total sur la région Bretagne, ce qui correspond à l'objectif à peu près de l'objectif qui vient de vous être présenté. Donc, pour information, donc on a remis rapidement les échanges qui ont eu lieu suite à cette présentation au comité régional de l'ONDPS avec donc des points de vigilance, notamment sur la densité nationale qui a été évoquée et dite insuffisante, car la file active d'un chirurgien dentiste se situe entre 800 et 900 patients par an maximum, et alors que la densité actuelle se base sur une file active beaucoup plus importante. Et également, il a été posé la question des chirurgiens dentistes formés à l'étranger. Et donc voilà, donc à savoir qu'ils sont bien inclus dans les données statistiques qui viennent de vous être présentées, ainsi que les praticiens libéraux et salariés. Et donc voilà, donc l'avis favorable, ça a été noté, mais le comité régional de l'ONDPS a émis un avis favorable sur ces objectifs. Alors, peut-être qu'on peut s'arrêter un petit peu sur cet exemple-là, puisque ça va être le même raisonnement pour les autres. Si on revient à la slide d'avant, vous avez le nombre estimé de professionnels de santé à former, là, qui est basé au rapport à la densité nationale. Voilà. Or, on peut tout à fait revoir le besoin, parce que là, c'est le besoin, hein, c'est le nombre estimé par rapport aux besoins, qui serait non pas par rapport à la densité nationale, qui est une référence qui est tout à fait critiquable, hein, bien entendu, mais il faut bien avoir une référence pour estimer un besoin, et prendre en revanche le besoin par rapport au nombre de patients maximum qu'un chirurgien dentiste peut prendre en file active. Là, évidemment, on va augmenter le besoin. Donc, c'est une autre référence, c'est-à-dire qu'un chirurgien dentiste, selon les professionnels de santé, les représentants des UFR nous ont dit que c'était, je ne sais plus, c'est 800 patients en moyenne. Entre 800 et 900. Voilà, entre 800 et 900 patients. Mettons qu'on prenne 900, la fourchette haute, ça va nous faire un besoin de professionnels à former nettement supérieur que 635. Pour autant, l'objectif de formation qu'on doit faire remonter, il doit être croisé entre les besoins par rapport à la profession et par rapport aux besoins de santé de la population de la région, mais il doit être croisé avec les capacités de formation également des UFR. Donc, c'est pour ça qu'on a un seuil plancher aujourd'hui qu'on peut remonter, c'est-à-dire qu'au regard du besoin, mais au regard également des capacités de formation, c'est-à-dire les locaux, bien entendu, mais les équipements et surtout l'encadrement avec le nombre d'enseignants, les UFR d'Ondonto aujourd'hui ne peuvent pour l'instant ne pas se projeter au-delà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde par rapport à l'exercice? Et d'ailleurs, Monsieur Olivier. Oui, pardon. Donc, je ne sais pas si on entame la discussion maintenant, mais rapidement, si je fais le calcul, 630 chirurgiens dentistes formés, plus 100 d'apport extérieur, ça fait donc 730 à l'échéance 2030-31 versus 715 départs en retraite. Donc, vous voyez le problème. Et comme vous évoquiez vous-même, le nombre de personnes donc, soignées par an étant de 900. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a une impasse. Il y a un problème. Alors, on va peut-être revenir, Aurélie, sur les chiffres, parce que c'est sans compter les chirurgiens dentistes qui sont installés aujourd'hui. Là, vous avez compté ceux qui partent en retraite, oui, en négatif, ceux qui vont être formés en positif, et ceux qui viennent chez nous également en positif. Mais on a, oui, tout à fait. On a 1200 chirurgiens dentistes installés aujourd'hui. Oui, et on a la filière des étudiants qui sont actuellement en fait en formation et qui vont venir alimenter le contingent en fait. Donc qui n'est pas précisé ici, mais actuellement nous avons plus de 500, pratiquement 570 étudiants qui sont actuellement sur les bancs de l'école. Okay. Donc, on peut peut-être reprendre l'ensemble des chiffres du coup entre les chirurgiens dentistes installés à date,
Donc là, je crois que c'est 1800, mais je voudrais On pas. est à je crois- 2317. Donc on est à 2317, vous voyez, installé. À Voilà, horizon sur les- 2035, c'est ça Aurélie, on est à 715 qui vont partir. qui vont partir, voilà. Et on sait D'accord. qu'on va avoir un contingent effectivement d'une centaine, enfin 100 chirurgiens dentistes qui viendront Voilà. des d'autres horizons. Et nous avons les 567 chirurgiens dentistes qui sont actuellement en formation et qui vont sortir. Voilà. Voilà, plus Pour ajouter les 600. 635. Sachant qu'il y a une partie quand même qu'on a calculé, une partie des étudiants qu'on va former en Bretagne qui ne resteront pas exercés en Bretagne, hein. Donc on a pris aussi, on n'a pas pris 100% de l'effectif restant, mais une partie. Est-ce que c'est plus clair, monsieur Olivier? Voilà, et c'est à ce moment-là qu'on peut faire grossir l'effectif, hein, de nos chirurgiens dentistes d'ici à 2035. Oui, il faudrait avoir la cible en 2031. Combien de chirurgiens dentistes installés? Justement, Là, on a une cible à 2548. D'accord. Voilà, qu'on 2500, souhaite d'accord. installer. Voilà. Ok, merci. Donc voilà, pour prendre en compte l'évolution, c'est-à-dire l'augmentation de la population bretonne, prendre en compte l'impact du vieillissement, on est à 3,2% hein, de demande, on va dire, de soins supplémentaires, et de prendre le rattrapage aussi pour essayer d'avoir une densité qui rattrape le niveau national. Monsieur Le Bourris. Oui, pour continuer le débat, il reste le problème de la file active, puisque vous avez une file active plus importante que la réalité du terrain. Et on voit bien que, en gros, on rejoint le système ETP. On voit bien que les chirurgiens dentistes, comme d'autres professions médicales, d'ailleurs, ne sont pas à des ETP à 100%, mais plutôt moins, puisqu'ils ont des ressources avec leur activité qui le leur permet. Donc, c'est vrai que c'est un problème, puisque aujourd'hui, il y a quand même en Bretagne et dans les Côtes d'Armor en particulier, une insuffisance de présence de dentistes qui ne sert pas bien la population. Juste pour compléter, c'est vrai qu'il n'y a pas, je sais pas, on avait fait aussi la courbe un peu d'évolution, hein, des quotas dans les facultés, hein. C'est vrai que dans les chiffres, par exemple, pour repère, hein, en 2017, on avait uniquement 73 chirurgiens dentistes qui étaient formés chaque année, et là, le curseur a beaucoup augmenté, hein. Avec effectivement, là, déjà sur la cohorte 2025, on est à 120 étudiants qui rentrent dans la filière, et donc là, on augmente même encore ces quotas. On peut que partager. Ouais. Hein, Bah, oui, ce que dit monsieur Le Bourris. Hein. On peut que partager, monsieur Le Bourris, le besoin en chirurgien dentiste, hein, qu'on avait déjà évalué il y a 5 ans, qui s'est alors creusé, pas forcément, puisqu'on a plus de chirurgiens dentistes, mais on est d'accord qu'on a besoin, en Bretagne en tout cas, de plus de chirurgiens dentistes qu'on est en capacité de former. D'accord? Voilà. Maintenant, l'exercice, c'est de dire, voilà, on a besoin de temps, mais on est capable de former tant. Et je souligne, moi, les efforts des 2 UFR d'odontologie qui, au regard de leurs moyens constants, se fixent une projection plus importante de formation. Et notamment à Brest, où on augmente aussi significativement, et sur lesquels, d'ailleurs, en tant qu'agence, on va financer également une partie des moyens nécessaires, parce qu'il faut aussi compenser derrière ce que le ministère de l'Enseignement et de la Recherche devrait faire. Il faut quand même se le dire. Donc, on a quand même une demande de moyens qui sont en cohérence avec les besoins, mais qu'aujourd'hui, en tout cas, on n'est pas, enfin, les 2 UFR ne sont pas en capacité, elles ne demanderaient que ça, que de former autant de chirurgiens dentistes qu'il y a besoin, mais elles ne sont pas en capacité de le faire au regard de leurs moyens. On a 2 demandes d'intervention. Gildas Le Borgne. Ouais. Pour Michel Botrel, moi, je voulais. Ah bah oui, aussi. Je prenais l'ordre des mains, mais il n'y a pas de...
Pas de problème. C'est vrai que la Bretagne, c'est 4 départements. La Bretagne, c'est 4 départements. Donc, moi qui suis un citoyen des Côtes-d'Armor, c'est vrai qu'on voit que les Côtes-d'Armor sont largement en retrait par rapport aux 3 autres départements. Et la région Bretagne, c'est la 10e région sur 13 au niveau de la nation. Donc, on est quand même loin de satisfaire les besoins des patients. Et quand on sait que les Côtes-d'Armor, c'est une zone très attractive pour les retraités et que les retraités ont besoin de beaucoup fréquenter les dentistes. Donc, comment on peut faire pour que les Côtes-d'Armor retombent sur leurs pattes et puissent offrir des moyens suffisants aux patients? Quelle zone d'attractivité, comment on peut faire? Quels sont les moyens qu'on peut mettre en œuvre pour attirer les dentistes vers les Côtes-d'Armor? Ça dépasse un peu les objectifs de formation, parce que de fait, une fois formé, c'est plus un travail sur l'attractivité qui doit être mené. Il est mené au quotidien par les acteurs, par l'ARS bien sûr, par l'assurance maladie. Il y a de nombreux dispositifs qui visent un peu à inciter à l'installation. On a bien conscience de cet écart entre les 3 départements et cette plus grande tension dans les Côtes-d'Armor. On y travaille avec des outils dont on dispose, réglementaires, législatifs, incitatifs. Mais c'est vrai que les Côtes-d'Armor demeurent un taux de densité sur toutes les professions qu'on va voir ce soir, hein, globalement, qui est en deçà des 3 autres départements, étant entendu que les 3 autres départements sont plutôt mieux pourvus peut-être qu'une majorité de départements français, mais ça n'explique pas et ça ne répond pas à la demande que vous formulez bien légitimement. Alors, il y a un levier qu'on travaille depuis 1 an avec les 2 UFR, c'est d'avoir c'est valable pour toutes les professions d'ailleurs, des lieux de stage pour les étudiants en formation qui soient au-delà de Rennes et de Brest, tout simplement aujourd'hui, puisque aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle on recherche à avoir une délocalisation de la formation pour les chirurgiens dentistes. C'est déjà le cas pour la médecine dans certains endroits, mais pour les chirurgiens dentistes, ça restait sur Brest et Rennes. Donc là, c'est vraiment de travailler, et c'est les UFR qui sont à l'œuvre avec les conseils de l'ordre et également faire en sorte qu'il y ait, et les centres hospitaliers, pour qu'il y ait des lieux de stage autres que ceux proposés par les 2 CHU. Ça veut dire qu'il faut des encadrants aussi dans les centres hospitaliers, notamment si on parle de cette formation en partie hospitalière. Il y a également la formation en ville par les cabinets, par les chirurgiens dentistes libéraux et la mise en stage. Donc voilà, donc ça c'est depuis 1 an et ça va déjà porter ses fruits sur le Finistère. En tout cas, je ne sais pas ce qu'il en est encore dans les Côtes-d'Armor, mais en tout cas pour la rentrée 2026, c'est en cours de concrétisation. Donc effectivement, voir des étudiants qui voient autre chose, un autre endroit où travailler, on n'est pas sûr qu'ils y retournent, mais en tout cas, s'ils n'y vont pas, ils n'auront pas la possibilité de choisir et en tout cas de trouver un lieu d'installation et d'exercice qui leur convienne et qui soit ailleurs que dans les grosses villes. Alors, on a 4 autres demandes d'intervention. Cette fois, Gildas de Borne, dont le micro est ouvert. Et bien, sinon, on ne vous entend pas si vous essayez de parler. Didier Gilbert, peut-être. Oui, bonjour à toutes et tous. Si j'ai bien compris, parce que j'étais un peu en voiture au début, puis là j'arrive devant mon ordi, vous visez, vous êtes transparente, je trouve, dans ce que j'ai compris. On est en dessous d'une moyenne nationale qui elle-même n'est pas satisfaisante. Donc, viser à arriver à une moyenne nationale qui n'est pas satisfaisante, du coup, c'est pas satisfaisant non plus. Et là, j'ai compris qu'il y a les files actives qui nous prouvent qu'effectivement, ça ne le ferait pas pour répondre aux besoins. Alors ça, c'est d'abord ce que je voulais dire, c'est que c'est pas très facile de dire on est d'accord avec quelque chose qui ne va pas répondre aux besoins quoi qu'il arrive. J'ai bien compris qu'il y avait des contraintes
d'encadrants, voire de capacitaires de formation, qui fait que de toute façon, on n'y arrivera pas. Donc ça, c'est le deuxième constat. Un, on ne peut pas y arriver techniquement, et deux, on ne peut pas y arriver du coup pour être dans quelque chose d'acceptable par rapport aux besoins qui augmentent de 3%, voilà, population. Donc c'était juste ce que je voulais dire, mais c'est pas d'aujourd'hui. Quand on fait les zonages médecins, quand on fait les zonages pharmaciens, les zonages femmes, on a déjà ce genre de questionnement. On se compare à des moyennes nationales qui ne sont pas satisfaisantes et qui ne répondent pas aux besoins. Alors en plus, comme l'a dit le monsieur d'avant, si on regarde dans chaque département, c'est pire ou pas pire. Voilà, donc donc vous êtes transparente, vous nous l'avez dit, que c'est compliqué par rapport à deux ministères, qui n'ont pas forcément non plus les moyens, etc. Donc on va nous demander de voter, si j'ai bien compris, sur quelque chose qui est en amélioration et super bien calibré, il y a tout ce qui va bien dans les machines pour nous dire qu'il y a l'augmentation de population, l'augmentation, etc., etc. Mais ce n'est pas satisfaisant au final. Donc, je me demande si j'en ai pas un peu assez de voter toujours positivement pour des choses qui ne sont pas satisfaisantes au final. Voilà, c'était mon coup de gueule du soir. Oui, mais j'entends et merci. On va poursuivre. Mais par contre, c'est pas forcément blanc ou noir, vous avez bien compris. C'est l'avis et tout l'intérêt, et c'est Madame Conan-Mathieu qui le soulignait en introduction, c'est l'échange et de bien comprendre la mécanique et le système dans lequel on est. On n'est pas d'accord ou pas d'accord aujourd'hui, hein. On est devant un état de fait où on vous expose de manière toute transparente avec tous les tenants, les aboutissants, nos besoins. On n'est pas la région la plus mal placée. On va en augmentant, ce qui est quand même l'objectif par rapport aux besoins estimés. Et oui, on ne peut pas, sinon ce serait déjà fait, ce serait pas drôle, je pense, on ne peut pas former autant de chirurgiens dentistes qu'on le souhaiterait dans notre région. Voilà, il faut être au clair. Par contre, je pense qu'on doit souligner tous les efforts qui sont faits par les UFR, qui ont augmenté déjà depuis 2021 les capacités de formation. Les deux doyennes se démènent vraiment pour pouvoir former au mieux et surtout délocaliser la formation pour qu'on les fasse découvrir aux étudiants, ce qui n'est pas du tout une obligation, hein, mais pour leur faire découvrir d'autres territoires que les territoires où ils sont formés en priorité et essayer, sans orienter, sans influencer, de leur faire quand même découvrir autre chose pour qu'ils s'y installent, et en particulier dans les Côtes d'Armor. Voilà. Docteur Jeudi, et après Madame Le Gallo. Okay. Et après, on répondra à Madame Frein qui écrit dans le chat. Docteur Jeudi. Alors, la main est levée, mais Madame Le Gallo, allez-y. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. D'accord. Moi, je veux souligner la situation un peu compliquée des consultations spécialisées qui sont complètement surchargées, embouteillées. Enfin, je n'ai pas de mots assez forts pour vous dire la difficulté qu'il y a à faire soigner une personne en situation de handicap. Je pense au handicap intellectuel, cognitif, etc., qui ont vraiment des difficultés à se maîtriser pendant les soins. Avez-vous des chiffres? Avez-vous des projets d'augmenter la capacité, les besoins étant, eux, en augmentation? Alors, ce serait une présentation peut-être à part, effectivement, sur l'accès aux soins au sens large, hein, endotto, mais aussi au-delà sur les personnes en situation de handicap. Là, en l'occurrence, l'objectif, c'est de discuter sur les objectifs de formation. Donc, on est un peu en dehors, même si, de fait, ça contribue. Enfin, effectivement, ces futurs professionnels, ils contribueront à… mais, y a-t-il une formation spécialisée? On en est encore à arracher des dents sans motif valable à une personne en situation de handicap. Ça, je ne sais pas. D'accord. C'est plutôt sur le contenu, mais on va en échanger effectivement avec les UFR sur le contenu de la formation. La quête de formation nationale, effectivement, on va demander. On n'a pas idée. D'accord. Pour une prochaine fois.
Oui, tout à fait, c'est bien noté. Bonjour. 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 Oui, docteur Gédy, on vous écoute. Oui, vous m'entendez maintenant, désolé pour tout à l'heure. Moi, je constate déjà que la quasi-totalité des dentistes, en dehors des IFR, ce sont des praticiens libéraux. Je ne sais pas si vous avez des statistiques ou par rapport aux hospitaliers, c'est essentiellement au niveau des IFR à Brest et à Rennes. Dans les hôpitaux publics, je ne pense pas qu'il y en a. Ça, c'est un constat. Deuxièmement, on est aussi limité par le problème de la formation, chose qui a été abordée là il y a quelques instants. Comment peut-on demander à des dentistes qui sont souvent en suractivité, qui n'arrivent pas à assurer les fils, il y en a qui arrêtent ou qui ralentissent, fatigués, tout ce qu'on peut imaginer ou qui n'ont plus envie, et en même temps chercher des centres de formation qui ne peuvent être qu'avec des libéraux, parce qu'il n'y a pas ailleurs. C'est une réflexion que je me fais, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc, je ne vois pas comment ça peut se réaliser en pratique par rapport à la formation. Comment on va former ces jeunes qui vont s'engager? Si les IFR sont saturés, ils ne peuvent pas former plus de monde. La quasi-totalité des chirurgiens dentistes sont des libéraux qui ne peuvent pas former, même s'ils ont la volonté. Je ne sais pas comment ça se passe en pratique. C'est un questionnement que je me pose. Et j'aimerais bien savoir si vous avez des pourcentages et des chiffres sur les dentistes par rapport aux libéraux, par rapport aux hospitaliers. Merci. Oui, la majorité des chirurgiens dentistes sont libéraux, docteur, mais les UFR ont les moyens de former les étudiants. Aujourd'hui, la saturation, elle n'est pas sur le manque de volonté pour enseigner, elle est sur le manque de moyens pour recruter des professionnels pour enseigner. C'est la même chose. Moi, non, je remets pas en cause la volonté. Ce n'est pas les ressources. Voilà, c'est ça mon questionnement, c'est là-dessus, c'est sur les moyens. Ce n'est pas une question de volonté, sur les ressources. On ne peut pas former 50 chirurgiens dentistes sur une salle, ce n'est pas possible. Donc, c'est les moyens, même avec la plus grande volonté, ce n'est pas possible. Je parle de point de vue pratique. Oui, mais je pense que ça rejoint la question de Sophie Frein qui pose la question de est-ce que c'est un problème de capacité ou d'enseignant? C'est un peu les deux. Et que la progression sur les années, elle jouera aussi sur les deux, avec peut-être des murs avant des enseignants si c'est vraiment nécessaire et des organisations, mais un travail qui est mené sur les deux volets. C'est pas tant un problème. Enfin, je m'avance là, effectivement, des enseignants, on pourrait en trouver. Après, c'est l'organisation des facultés qui ne le permet pas forcément. Alors, Nathalie Conan-Mathieu a aussi levé la main. Oui, merci. Je me fais le relais de Gildas Leborgne qui a des petits soucis de Microsoft, de Teams et qui ne peut pas s'exprimer, et je le rejoins dans sa question. Là, la capacité de formation est liée aux besoins de médecins en équivalent temps plein. Or, on sait très bien que les jeunes générations ne sont pas sur du 100%, voire même sur du temps partiel, du 50 ou du 70%, et qu'aujourd'hui, la question, elle est plus la question du temps médical affecté aux patients que du temps de l'équivalent temps plein. Et donc, ça fausse complètement, finalement, les projections, puisque les besoins en personne seront beaucoup plus importants que ce qui est proposé là. On a un biais dans la méthode, en fait. En libéral, il n'y a pas de notion de temps partiel ou de temps à 70%, et effectivement, la majorité des professionnels de santé sont en cabinet libéral. Aujourd'hui, la proportion, ce qu'il faut regarder, c'est on ne raisonne pas en temps, on raisonne en nombre de patients pris en charge. Le nombre de patients en file active, il n'est pas en baisse. Donc, depuis, voilà,
malgré le fait que on sait que notamment, enfin, que de plus en plus de praticiens prennent le mercredi ou prennent le vendredi ou je ne sais quoi. Oui, il y a une organisation qui fait que, bien entendu, et dans toutes les professions et dans nos propres corps de métier, je dirais. Mais aujourd'hui, l'élément important à prendre en compte, et quand on écoute la profession, que ce soit les ordres ou que ce soit l'URPS ou qui représente les professionnels libéraux, en tout cas les ordres pour partie, puisqu'ils représentent tout le monde, l'activité des chirurgiens dentistes, elle n'est pas en baisse. Par contre, oui, sur la notion peut-être faudrait regarder si cette file active est vraiment va chuter ou pas au regard des nouvelles générations. Mais cet état d'esprit et cette façon enfin, c'est pas un état d'esprit, c'est une volonté d'équilibrer vie professionnelle, vie privée, s'avère vraiment réelle et importante pour prendre en compte dans les statistiques. Mais en tout état de cause, même si c'est vrai et pour partie, je vous le rejoins, hein, prendre en compte ça dans les différents corps de métier, ça ne vient qu'accroître le demande de professionnels à former, qu'on a bien du mal à estimer par rapport à ce temps de travail que l'on évoque là et qu'on a aussi du mal à objectiver, il faut quand même être clair. En revanche, je trouve que la référence, non pas à la densité nationale, mais à la file active, est une référence moyenne, enfin médiane plus exactement, sur laquelle il faut s'appuyer pour augmenter et mettre en avant le besoin qui est plus important que celui qu'on a affiché dans la slide d'aujourd'hui. Et on l'a volontairement laissé, hein, parce que c'était le document de départ et que c'est des réflexions au sein du comité régional de l'ONDPS qui nous a incité à faire cette proposition nationale. Très, très clairement, enfin, moi je sais que ça serait assez intéressant qu'on puisse avoir cette notion de file active et finalement de ce que vous nous dites, parce que si c'est ça, ça veut dire que malgré le fait que les médecins soient en temps partiel, la file active augmente ou le nombre d'actes augmente. Effectivement, on est sur une question de productivité, mais attention, Madame Colomb-Mathieu, hein. Moi je suis sur les chirurgiens dentistes. Hein. On n'aborde pas la même chose. Les professions n'ont pas tout à fait le même comportement et le même nombre de patients. Le nombre pour un médecin généraliste, la file active, elle est de 1200 patients en moyenne. Hein. Donc elle n'est pas là-dessus. Okay. Là sur les chirurgiens dentistes, voilà. Mais c'est une notion à prendre en compte. Je suis d'accord, enfin à surveiller en tout cas. Oui, autant qu'on peut. Merci. Alors, je propose qu'on continue. Il est 18h. On avait prévu 2 heures de réunion, mais cette première profession, elle permet aussi d'évoquer des sujets qui sont communs, je pense, à la pharmacie, à la maïeutique et au médecin. C'est ça. Alors, donc pour continuer sur la pharmacie, donc le schéma et le déroulement des études est à peu près similaire à celui de l'odontologie, avec un premier cycle qui se déroule sur 3 ans, un deuxième cycle sur 2 ans, et idem avec un troisième cycle court pour la filière officine et industrie de 1 an et un internat d'entre 6 et 9 ans pour la biologie médicale et la pharmacie hospitalière. Alors, donc sur la situation actuelle de la pharmacie, quand on dit pharmacie, ça regroupe l'ensemble des pharmaciens, que ce soit le personnel qui travaille dans les officines, mais aussi dans les officines de ville, mais aussi les pharmacies dans les établissements, ainsi qu'une part en biologie et aussi au niveau de l'industrie pharmaceutique. Alors là, sur les constats, en fait, on se retrouve sur une densité qui est plus faible que le niveau national, au niveau de la Bretagne. Et là,
pour le coup, c'est l'ensemble donc de nos départements qui sont en dessous du niveau national. On a le département effectivement des Côtes-d'Armor qui est le plus faible, mais qui n'est pas très loin finalement de la situation du Finistère. On voit finalement même l'Ille-et-Vilaine est assez proche en situation. Le Morbihan se détache un tout petit peu au-dessus, mais il est quand même loin du niveau national. Donc une situation là qui est partagée dans tous les départements. Donc, on est sur 3143 professionnels installés sur notre région. Donc, ces éléments placent notre région à au 14e rang. Donc, on est un rang plus faible que ce qu'on a pu voir sur la chirurgie dentaire tout à l'heure. Et donc la situation, c'est pas mentionné, mais de nos voisins n'est pas forcément très glorieux non plus, puisqu'on a une situation en particulier dans le Pays de Loire qui est très faible et en Normandie, elle est au-dessus de notre situation à nous en Bretagne, mais elle reste en dessous du niveau national. Alors, peut-être quand même, Aurélie, expliquer que les pharmaciens, enfin, faut distinguer les pharmacies et les pharmaciens, et les pharmaciens ne peuvent pas être. La particularité du pharmacien, c'est qu'on ne peut pas les comparer aux autres professions non plus, parce qu'une pharmacie, en fait, la caractéristique de la Bretagne, c'est d'avoir des petites pharmacies. Voilà, dans le sens petite, c'est-à-dire que dedans, vous avez, voilà, au lieu d'avoir des grosses pharmacies avec beaucoup de pharmaciens dedans, vous avez un maillage territorial qui est bon, puisque réglementairement, c'est la profession la plus régulée, enfin, elle est régulée fortement, donc le maillage officinal est bon. Par contre, en termes de nombre de pharmaciens au total, comme les chiffres l'attestent, on est en dessous, enfin, au 14e rang, on a une densité inférieure. Ça veut dire qu'on a plutôt des pharmacies de petite taille ou de moyenne taille que des grosses pharmacies avec un nombre de pharmaciens important par pharmacie. Pour voilà, pas donner l'impression qu'on est en difficulté sur l'accès aux médicaments et dispositifs médicaux en Bretagne. Par contre, c'est vrai qu'il y a un manque d'attractivité de la profession de pharmacien, mais ça, c'est valable France entière. Voilà, et c'est une baisse qu'on observe de 5% de la densité en Bretagne sur les 10 dernières années. Merci, Aurélie. Voilà, alors sur les éléments à prendre dans le modèle, dans le calcul de la trajectoire, donc on a pour 2035, on a pu en fait estimer un impact du vieillissement de la population à venir, qui a un impact qui va peser à une demande supplémentaire en fait de plus 6,7%. Alors c'est une hypothèse voilà, c'est vrai que c'est un élément qu'on travaille depuis assez récemment, donc là c'est une hypothèse sur l'impact du vieillissement qui a été pris sur le même modèle que les médecins généralistes libéraux, en prenant l'hypothèse que finalement les pharmaciens sont impactés de la même façon que les médecins généralistes libéraux par la demande supplémentaire en venant avec l'âge des habitants. Donc puisque pour l'instant on n'a pas pu avoir les données et travailler les données qui seraient spécifiques à la pharmacie, donc on a pris le modèle des médecins généralistes libéraux dont on disposait. Alors, sur les départs à venir, donc on est sur des départs qui sont assez importants. On a une pyramide des âges qui est relativement vieillissante. Et là, pour le coup, on serait sur un volume de 1236 chirurgiens à partir en retraite, ce qui représente à peu près 36% de la cohorte actuelle des pharmaciens en activité. Sur la partie attractivité, et ça c'est encore un point positif et même plus important finalement que la chirurgie dentaire, c'est qu'on estime un solde d'attractivité assez fort avec, au vu de la tendance qui a été observée ces dernières années, une possibilité de plus de 320 chirurgiens dentistes qui viendraient s'installer, n'ayant pas été formés en Bretagne, mais qui viendraient s'installer sur notre région.
Alors, au vu de ces éléments structurants et les hypothèses prises pour la projection, là, il y a deux hypothèses possibles pour regarder la pharmacie. Soit l'horizon, le cap qu'on se donne, c'est d'atteindre le niveau national. Et là, on a pu voir dans la slide précédente que le niveau national est beaucoup plus élevé que notre densité régionale. Et là, dans ces cas-là, ça nous amènerait à des... Enfin, là, c'est vraiment un jeu d'hypothèses, en se disant si dans les 5 prochaines années, dans les cohortes, on devait rattraper finalement cette situation, ça nous amènerait à des taux donc élevés de 387 étudiants par an. L'autre hypothèse qu'on a quand même regardée, c'était déjà aussi de se garantir, puisqu'on voit bien qu'on a déjà eu moins 5% sur les dernières années, c'est au moins de se garantir de pouvoir maintenir la densité telle qu'elle est actuellement. Et par cette deuxième en fait euh, objectif qu'on pourrait se donner, qui est le maintien déjà de la situation actuelle, eh bien dans ces cas-là, on aurait un besoin estimé qui serait estimé à 849 étudiants, soit par rapport aux 5 cohortes qu'on pourrait avoir, de partir là sur des estimations de cohortes à 170. Sur les propositions, alors c'est un élément qui n'a pas été précisé, mais contrairement à l'ensemble des autres filières, la pharmacie est uniquement enseignée à Rennes, car il n'y a pas de faculté de pharmacie à Brest. Sur les propositions, travailler avec l'UFR, il a été proposé de rester à 125 étudiants par an sur les 5 ans à venir, soit 625 étudiants sur 5 ans. Et donc sur les échanges suite à ces propositions, le chiffre remonté est insuffisant au regard des besoins, mais justifié par la faculté sur les difficultés, sur la difficulté d'augmenter ce chiffre au regard de l'impossibilité en termes d'accueil et d'enseignants, donc comme ça a été précisé pour l'odontologie, d'accueillir davantage d'étudiants en pharmacie à Rennes pour le moment. A été également noté des difficultés d'attractivité de la filière et donc un travail de communication avec le CROP est prévu à cet effet. Il a déjà commencé, mais voilà, a été amorcé, mais oui, tout à fait. Et enfin, donc sur la nécessité d'augmenter le nombre de places a bien été pris en compte au regard des départs à la retraite, départs en retraite à venir et du déficit déjà observé. Et voilà. Et donc ensuite, lors du comité régional de l'ONDPS, a été échangé un travail à effectuer entre l'UFR donc de pharmacie de Rennes et l'université de Brest sur la possibilité d'accueillir des étudiants pour la pharmacie. Mais voilà, ça sera potentiellement un travail à effectuer sur les 5 prochaines années. Mais pour le moment, la faculté de pharmacie ne peut pas accueillir au-delà de 125 étudiants par an. En l'état actuel de l'organisation et des moyens, alors il y a un delta potentiel pour en avoir échangé à nouveau avec le doyen de l'UFR de pharmacie qui pourrait être sur 4-5 places supplémentaires. Mais encore faut-il après respecter aussi les conditions de formation de qualité d'accueil et d'accueil. Pour passer en fait à la vitesse supérieure, il faut aller créer un groupe supplémentaire d'étudiants d'environ 25 qui nécessite là aussi, pour que ça marche, il y a un modèle, voilà, on ne rentre pas dans les détails et on n'est pas les spécialistes de la formation, bien entendu, ça nécessite d'avoir moyens humains là aussi supplémentaires. Donc au regard des moyens actuels et puis des locaux, parce que je rappelle que les locaux sont utilisés aussi avec la faculté de médecine à Rennes, par exemple, pour ne nommer qu'elle. Donc je vois une question. Monsieur Botrel. Je sais pas, je suis peut-être à côté de la plaque, mais il y a les pharmaciens et il y a les pharmacies. Tout à fait. Donc, et on s'est aperçu que le nombre d'officines
Ah, ça coupe. Fortement baissé en Bretagne. Et dans les 4 départements, si je regarde les Côtes d'Armor, on est passé de 34 officines en 2004 pour 100 000 habitants à 29. Donc, et les zones rurales sont de plus en plus. Il y a des fermetures de pharmacies tous les ans. Il y en a eu 25 en 2025. Et j'ai aussi vu que Jean-François Guilherme, le président du conseil régional de l'Ordre des médecins, disait qu'on ne formait pas assez de pharmaciens en Bretagne. C'est Donc, ça. avez-vous à lui répondre? C'est ce qu'on vient de faire comme constat sur le fait que l'UFR de pharmacie en Bretagne ne peut pas former plus de 125 à 130 étudiants par an, compte tenu des moyens qu'elle a. Pas, du coup. C'est exactement, donc j'ai ça à vous indiquer. On est en phase sur le fait, et avec le président du CROP, avec lequel on travaille également, bien entendu. Le nombre de pharmacies qui ferment, il y a beaucoup de pharmacies. Alors en Bretagne, on a la particularité d'avoir, comme je le disais, eu beaucoup de pharmacies autorisées à une époque où elles n'auraient pas dû l'être compte tenu du seuil de population. Donc ça a donné lieu à la naissance de petites pharmacies difficilement viables par rapport à leur chiffre d'affaires et qui, du fait, sont amenées à fermer parce qu'elles ne trouvent pas de repreneurs. Le modèle économique n'étant pas tenable. Donc, on a des pharmacies qui ferment. Alors, quand elles ferment en ville où la densité est suffisante, ce n'est pas un problème. Je dirais que c'est la loi du marché. En revanche, et là je vous rejoins, c'est aussi le cas dans certains territoires ruraux où là, la réglementation fait et l'histoire fait que vous n'avez aucun levier pour empêcher la fermeture d'une officine qui ne trouve pas repreneur pour les raisons que je viens d'invoquer. Néanmoins, le maillage officinal en Bretagne, il est bon et il reste bon par rapport à l'accès aux médicaments. Là où on a des difficultés pour une petite proportion d'officines, c'est qu'elles ne trouvent pas, malgré leur chiffre d'affaires supérieur à 1,3 million d'euros, elles ne trouvent pas forcément d'adjoints. Et là, c'est vrai qu'elles sont en dehors de la réglementation, mais on ne peut pas leur reprocher de ne pas trouver la ressource nécessaire, puisque je rappelle que pour une pharmacie qui dépasse ce chiffre d'affaires, il faut qu'il y ait un pharmacien titulaire, il faut qu'il y ait un adjoint. Et ça, c'est par rapport, c'est compliqué pour le pharmacien titulaire puisqu'il se retrouve seul dans sa pharmacie pour assurer l'amplitude horaire que vous connaissez des officines qui, elles, travaillent en général toute la semaine. Voilà la situation. Donc, retenons que le maillage officinal reste bon, qu'il y a une difficulté pour les pharmacies, pour certaines pharmacies en faible minorité, à trouver des adjoints, qu'on a une crise de la vocation du métier de pharmacien. Crise, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, il y a un manque d'attractivité depuis qu'il y a eu l'augmentation des capacités de formation en médecine. Le choix pour faire pharma a chuté. À titre d'exemple, le doyen de l'UFR de pharmacie nous disait encore ce matin que sur 600 étudiants qui étaient en passe, 30 seulement faisaient en choix 1 la pharmacie. Donc, vous voyez que même aujourd'hui, les 2 années là où on a ouvert, où la faculté a ouvert 125 places en 2021 de mémoire et en 2024, ils n'ont pas pourvu l'ensemble des places. Donc c'est ça les tenants, les éléments qu'on peut avoir aujourd'hui sur la pharmacie. Voilà, malgré un nombre de places qu'on ouvrirait, on a un besoin, on va se cacher, surtout en recrutement dans certaines pharmacies en manque d'adjoints. On a un nombre de places ouvertes qui, a priori, ne convient pas aux besoins, mais en même temps, on n'a pas des vocations qui permettent de couvrir l'ensemble des places de manière facile. Je ne vois pas d'autres mains levées pour le moment, en tout cas. C'était très clair. Peut-être poursuivre. Oui. Ensuite, sur la maïeutique, donc pour les études de sage-femme, elles sont plus courtes que les autres filières présentées.
Pour le premier cycle, c'est également 3 ans, pardon. Le deuxième cycle, 2 ans. Et donc, depuis 2023, avec une réforme, a été mis en place un troisième cycle court, donc un allongement des études de 1 an, et en ajoutant la 6e année, qui n'existe pas jusque-là, et dont la première promotion sortira en 2028. Alors, du coup, le modèle prend bien en compte le fait qu'on aura une année blanche avec aucune sortie de diplômés. Donc, on a sur la situation de la Bretagne, donc 1354 professionnels qui sont installés au 1er janvier 2025. C'est une profession qui présente une densité là pour le coup atypique puisqu'on a une densité bien au-dessus de la densité nationale, hein, et ça en regardant par rapport aux femmes âgées entre 15 et 64 ans. Donc une situation extrêmement favorable en tout cas sur le nombre de sages-femmes installées sur nos territoires. Et donc, on est parmi les régions les mieux dotées. Effectivement, on se retrouve en 5e position en densité. Alors, pour le coup, donc sur voilà, l'impact des départs en retraite a été, donc on estime qu'il y a à peu près 283 professionnels qui vont partir en retraite, ce qui est assez peu. C'est une profession très jeune en pyramide des âges, donc beaucoup moins d'impact par rapport au départ en retraite à venir d'ici à 2035. C'est à peu près 20% du quota des professionnels de santé. Donc vous voyez qu'on est quand même bien en dessous par rapport aux autres professions. On a aussi un phénomène d'attractivité qu'on a pu constater au cours des dernières années. Et au vu de ce constat, on peut estimer d'ici à 2035 autour d'une trentaine de professionnels qui ne seraient pas formés en Bretagne qui pourraient venir s'y installer. Alors, c'est vrai que pour les autres, par exemple, professions comme la chirurgie dentaire, on a en plus observé des phénomènes de diplômes étrangers qui viennent s'installer en Bretagne. C'est vrai qu'à titre d'information, pour la maïeutique, ce n'est pas vraiment le cas. C'est très limité, à part la Belgique qui a des diplômes qui ont des équivalents. C'est vrai que la profession sage-femme est un peu particulière et donc on a assez peu d'équivalence de diplômes sur d'autres pays que la Belgique. Et donc moins de phénomènes, en tout cas, de diplômes étrangers. Mais malgré tout, que ce soit des sages-femmes qui auraient été formées dans d'autres régions françaises, on observe un phénomène d'attractivité de notre territoire. Et donc, là, par rapport au cap qu'on regarde d'ici à 2035, dans l'hypothèse comme notre densité régionale est plus favorable que la densité nationale, si notre objectif est de maintenir la densité régionale, et bien dans ces cas-là, on a estimé donc un besoin de 208 sages-femmes. Alors dans ce quota a été rajouté par rapport aux voilà, donc ça fait donc un quota de 42 étudiantes par an. En prenant ce modèle. Alors, donc sur les propositions donc faites par les UFR, à Et noter oui, que pardon, excuse-moi, juste, c'est parce que c'est un élément qui est pas mis là dans le slide. Il y a des éléments de vigilance sur la partie sage-femme. C'est bien la baisse de la natalité. Alors, c'est vrai que c'est une baisse qui s'observe depuis la période Covid, mais qui s'accélère, on voit bien là, sur même ces dernières années. Donc, c'est des tendances, comme je vous ai dit, le modèle qu'on utilise, c'est ONFAL 2022 de l'INSEE, n'a pas pris en compte encore toute la mesure de l'impact de cette baisse de la natalité dans les années à venir. Donc malgré tout, on a pu présenter ces constats auprès des professionnels de santé pour apporter un point de vigilance sur cette activité, en tout cas autour de la périnatalité. .
Merci Aurélie. Alors, donc sur les propositions concernant la maïeutique, à Rennes, il est indiqué 26 en 2026 et 27 sur le reste des années jusqu'en 2030. Sur cette formation, nous avons une information entre-temps depuis le comité régional de l'ONDPS par l'école de maïeutique de Rennes, comme quoi il ne pourrait pas former plus de 25 étudiants par an. Donc, qui formeraient 25 étudiants par an et ne peuvent pas monter à 27. Et pour Brest, donc 24 étudiants par an, soit 120 étudiants sur 5 ans. Et donc, alors je n'ai pas refait le calcul, mais donc on serait à 126 étudiants pardon, par an à Rennes et 120 étudiants à Brest. Ce qui est au-dessus du nombre estimé de professionnels à former à 5 ans, qui est, lui, de 208. Alors, on a une... vas-y, finis, excuse-moi. Oui. Sur les échanges qui ont eu lieu lors du comité régional de l'ONDPS, il y a bien été remontée la volonté de stabiliser le nombre de futures sages-femmes à former sur les 5 prochaines années et avec une capacité de formation qui se révèle supérieure aux besoins. Et on a eu une alerte sur la situation des Côtes d'Armor où certaines zones sous-dotées, dans certaines zones sous-dotées, les sages-femmes ont une activité faible, bien que leur cabinet soit en zone déficitaire. Mais il a été acté en comité régional un avis favorable sur les propositions effectuées. Alors, peut-être en complément, effectivement, hein, la profession sage-femme, ce n'est pas une profession extrêmement facile à appréhender par rapport aux besoins, puisque c'est une profession qui a des compétences en propre, bien entendu, mais dont le métier n'est pas très connu des professions qui ont une activité similaire sur certains actes, comme les médecins généralistes, comme les gynécologues médicaux notamment. Donc, je parle des professionnels en ville. Les difficultés qu'on signale, là, c'est par rapport à des cabinets de sages-femmes qui sont en exercice libéral et qui, effectivement, n'ont pas assez de travail. Et pour autant, situés en zone déficitaire. Donc, ce n'est pas évident. On a évolué sur la méthode par rapport à il y a 5 ans, puisqu'on avait une proportion, l'assise, en fait, sur laquelle travaillait le besoin. C'était les femmes, mais qui allaient jusqu'à 49 ans, je crois, de mémoire. Je regarde Aurélie en même temps pour voir si elle me confirme. Là, on a étendu à la demande et après échange en comité de l'ONDPS notamment jusqu'à 64 ans par rapport à, là encore, une méconnaissance de l'activité des sages-femmes qui ne s'occupent pas que des bébés ou que des femmes en âge de procréer. Donc voilà, donc ça a évolué. Donc le besoin est un peu plus fort que ce qu'on a pu estimer en première intention. Néanmoins, retenons qu'on forme quand même suffisamment de sages-femmes pour pas dire un peu trop par rapport à leur activité derrière. Donc, on a souhaité ensemble maintenir cet objectif de formation, même s'il nous semble un peu élevé par rapport aux besoins, compte tenu des incertitudes justement qu'on peut avoir sur l'activité des sages-femmes en frontière avec les 2 professions que j'ai citées. Didier Gilbert. Alors, Madame Frein, peut-être, oui. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question? Parce que je vois que vous ne pouvez pas intervenir et que vous communiquez via le chat. Oui, je vous remercie. Très bien. Alors, Monsieur Gilbert. Bien, merci. On fait une bonne nouvelle par rapport à notre début d'entretien. Effectivement, moi j'insiste, on a fait une journée avec la direction de l'ARS d'Ille-et-Vilaine sur les soins non programmés et les petites urgences, et on nous a bien clairement expliqué ce que vous venez de faire, que les sages-femmes peuvent faire à 90% ce que font des gynécologues. Évidemment, ce n'est pas des médecins, mais elles ont vraiment une capacité de par leur formation à faire ça. Et c'est vrai qu'on va sans doute avoir, j'espère, si on manque de gynécologues, que la population féminine va s'emparer aussi de cette capacité des sages-femmes. Donc, en former un peu plus qu'on ne pense, c'est pas forcément le fait qu'on en aura de trop, mais qu'on va plutôt mieux les utiliser en fin de compte. Et donc, c'est une bonne nouvelle là, par rapport à ce qu'on a vu sur les dentistes qui étaient moyens et les pharmaciens qui étaient
une grosse alerte, je pense. Voilà, une bonne nouvelle. Donc merci, ça me fait du bien, mon humeur. Bah, tant mieux. Content de compatir. Alors, Monsieur Olivier, vous avez commencé un message, mais qui ne se termine pas, donc je ne vais pas imaginer. Peut-être vous pouvez prendre la parole si vous êtes. Non, je voulais pas alourdir le débat, mais je pense que c'est Ah, intéressant. pardon, il était complet en plus, pardon. C'était C'est complet, moi qui ne le voyais pas en entier. Ça fait Désolée. partie du sujet, donc en lien avec ce qu'évoque Didier, donc je n'assiste pas. Voilà. Ouais, pardon. Très bien. Ben, merci beaucoup. On va pouvoir passer au médecin. Je vais les oublier. Je vois bien que vous me regardez bizarrement. Alors, sur les études de médecine, elles sont plus longues que les 3 filières déjà présentées. Donc, le premier cycle et le deuxième cycle. Le premier cycle fait 3 ans et également le deuxième cycle jusqu'en 6e année. Et ensuite, l'internat a une durée entre la 7e et la 12e année maximum. Et la durée varie en fonction de la spécialité, donc avec un minimum de 4 ans et un maximum de 6 ans, sans compter les options et les parcours spécifiques. Alors, sur la situation de la médecine, donc on compte un peu plus de 12 000 médecins actifs au 1er janvier 2025. Ces médecins donc, représentent une densité pour 100 000 habitants de 351 médecins. C'est une densité qui est supérieure à la densité nationale. Donc c'est vrai que ça fait, je crois qu'on est sur la 2e année qu'on observe une densité qui est arrivée au-dessus de la densité nationale. Alors, on vous présente les densités aussi déclinées par département. On voit finalement une densité pour le Finistère qui est la plus haute. Alors, c'est une densité brute qui ne prend pas en compte l'âge de la population, mais comme c'est souvent les chiffres qui sont donnés, voilà, on les expose en tout cas de façon brute. Le Finistère est notre département qui est le plus doté de médecins par 100 000 habitants. Ensuite, on va retrouver le département de l'Ille-et-Vilaine et ensuite le Morbihan qui s'approche là de la densité régionale. Donc, ces 3 départements présentent une densité brute supérieure au niveau national. Et par contre, le département des Côtes-d'Armor, lui, présente une densité plus faible que le niveau régional et le niveau national. Cette situation, en tout cas régionale de la Bretagne, nous place au 5e rang des régions françaises. Donc, au fur et à mesure des années, on grimpe un peu dans le classement. Donc, on est 5e région française. On voit bien que, bon, à titre d'exemple, le PACA reste la région la plus dotée de France, avec des niveaux qui atteignent 412 médecins pour 100 000 habitants. Sur la situation de nos voisins, elle est très difficile puisqu'ils se trouvent vraiment au bas de classement, 15e et 16e région française pour la Normandie et les Pays de Loire. Donc un point de vigilance important qu'on doit garder à l'esprit, donc notamment pour l'impact potentiel pour le département de l'Ille-et-Vilaine. Alors là, on vous a présenté le schéma des formations. Pour la formation médicale, les études sont plus longues que les autres formations. Donc, on est finalement là non plus sur un cap à 2035. On est déjà finalement obligé de se projeter à 2040 puisque il y a déjà un certain nombre d'étudiants qui sont sur les bancs de l'école et qui nous emmènent largement. La situation de 2035 est déjà finalement bien engagée et donc là, on regarde plutôt la situation qui va apparaître entre finalement 2035 et 2040. Alors, l'impact du vieillissement qu'on a pris en compte, en fait, en 2040, l'impact du vieillissement sera sur un besoin qui sera supplémentaire de plus 7,9%. Alors, tout à l'heure, je vous avais dit que pour les pharmaciens, on utilisait l'impact vieillissement des médecins généralistes. Là, en fait, on utilise le même impact, sauf que là, au lieu de regarder 2035, on regarde 2040. Et
vous voyez bien dans les chiffres que je vous ai présentés tout à l'heure sur la démographie de façon générale en Bretagne, le vieillissement s'intensifie et donc en 2040, il sera d'autant plus fort sur la demande de soins. Sur la période d'ici à 2040, nous aurons un peu plus de 5000 médecins à partir en retraite. Bon, là, comme on voit un peu plus loin, c'est vrai qu'on est autour de 42% de notre effectif. On a une pyramide des âges sur les médecins qui s'est quand même nettement rajeunie ces dernières années. Donc, d'ici à 2040, on va avoir un départ de médecins, mais on en a déjà quand même installé un certain nombre de jeunes sur nos territoires. Sur l'attractivité observée, on observe en tout cas sur les dernières années une attractivité de notre territoire et on peut donc à partir de ce moment-là estimer quand même un nombre important de médecins qui ont été diplômés en dehors de la Bretagne qui viendront s'installer sur notre territoire. Comme je le disais, c'est médecins diplômés à l'étranger ou médecins diplômés dans les autres régions de France. Et donc, notre phénomène qui s'observe pour toutes les professions, c'est vraiment qu'on est un territoire attractif. Et par là même, on voit bien quand il y a des contingents dans les facultés, même autres que Bretagne, qui augmentent, ça a aussi un effet sur l'attractivité du nombre de personnes qui s'installent sur la Bretagne. Alors, donc, sur la situation et le cap qu'on regarde. Donc c'est vrai qu'on a pu regarder deux hypothèses de près et discuter avec les professionnels et les facultés sur ces scénarios. Nous avons une première hypothèse qui est finalement d'atteindre la densité nationale, donc d'être sur une attente de 345 médecins pour 100 000 habitants. Et là, dans ces cas-là, notre quota finalement de médecins nécessaires à former serait autour de 238 étudiants. L'autre hypothèse qu'on a regardée de plus près, puisque finalement on a déjà une atteinte de la densité nationale, c'est plutôt d'aller rechercher un niveau élevé, c'est-à-dire finalement se dire que même la densité régionale, elle n'est pas satisfaisante au vu des retours de terrain qui ont été, voilà, qu'on peut entendre, et de plutôt se fixer la densité de l'Ille-et-Vilaine comme étant un cap, un objectif à atteindre pour l'ensemble de la région. Et là, dans ces cas-là, nous sommes sur un quota nécessaire de formation qui est autour de 494 étudiants par an. Sur les propositions effectuées par les UFR en concertation avec donc l'ARS, il a été proposé par l'Université de Brest de former 260 étudiants par an sur les 5 ans à venir, donc pour un total de 1300 étudiants. À noter que sur la période précédente, l'objectif était de 202 par an. Et pour Rennes, donc 275 étudiants par an pour un total de 1375 étudiants. Et donc pour Rennes, il n'y a pas eu d'augmentation à noter entre la période 2021-2020, enfin entre 2021 et les objectifs, mais l'augmentation avait été forte pour les ONP 2021-2025. Donc cela donne un total par an sur les 5 ans de 535 étudiants pour sur un cumul sur les 5 ans de 2675 étudiants, donc au-dessus des objectifs à former sur les 6 ans. Enfin, dans la fourchette. Donc, ouais, vas-y. Oui, sur les échanges du comité régional de l'ONDPS qui a émis un avis favorable sur ces objectifs, donc il a été remonté le fait que ces objectifs ne se distinguent pas par spécialité, car contrairement aux autres filières à la marge pour l'odontologie et la pharmacie, car il existe aussi des spécialités, mais pour la médecine, on distingue 44 spécialités. Et c'est vrai que pour les objectifs, on ne demande pas un travail par spécialité,
qui est fait pour les épreuves nationales chaque année, mais bien d'avoir un travail sur la filière médecine en général. Et comme pour les autres spécialités, et comme ça a déjà été échangé, il nous a bien été remonté la nécessité de prendre en compte l'exercice réel des praticiens avec un travail qui n'est pas systématiquement à temps plein des praticiens. Et enfin, il a été noté la forte attractivité de la région et qui a pu s'effectuer grâce à un travail avec les facultés et les CHU dans les territoires et qui permet d'attirer les nouveaux médecins et avec un appui également de l'ARS sur l'universitarisation des territoires. Là, Monsieur Gilbert, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, on vous écoute, Monsieur Gilbert. Eh bien, ça dépend comment on voit les choses. Parce qu'effectivement, on vient de nous parler des spécialités et c'est vrai qu'en médecine générale, ça ne se bouscule pas forcément au portillon, alors que c'est là qu'on a besoin, par rapport aux zones tendues ou déserts médicaux, de réfléchir. La deuxième question que je me pose, c'est quand 10 étudiants rentrent, il n'y en a que 2 qui s'installent, là encore, en libéral. Donc, et la troisième, c'est que quand un médecin actuellement en exercice part, en gros, vu que tout le monde, maintenant les jeunes ne travaillent plus comme les anciens, il faut à peu près 3 médecins pour le remplacer. Voilà, donc vous voyez que c'est une très bonne nouvelle par rapport à de la macro, des tableaux Excel qui tournent très très bien, là je ne m'inquiète pas, mais par rapport à la vraie vie, je me dis que rendez-vous en 2040 pour voir exactement si ça s'est bien passé, quoi. Alors, peut-être, je pense qu'il faudra qu'on ait peut-être un temps dédié sur les choses qui est objective par rapport aux différents ratios. Déjà, peut-être le premier, se dire que la médecine générale, en Bretagne, on est la seule région de France à avoir une augmentation de notre densité et avoir un solde positif. Qu'on est extrêmement bien placé. Après, en termes de répartition territoriale, c'est un autre sujet par rapport aux difficultés d'accès aux soins dans certains territoires. Mais que globalement, et là c'est d'autres leviers, par rapport aux objectifs de formation, la médecine générale couvre tous ces postes, tous les postes ouverts dans les 2 UFR sont couverts par les internes. Le deuxième point sur les spécialités, c'est que chaque année, c'est affiné avec les 2 UFR et le national. C'est-à-dire que là, on a des chiffres effectivement macro sur le besoin de nombre de médecins à former, et qu'ensuite, chaque année, on est amené à travailler et à affiner sur les 44 spécialités le nombre d'internes nécessaires par spécialité au regard d'indicateurs démographiques notamment et de renouvellement de la profession spécialisée, qu'elle soit en libéral ou qu'elle soit en établissement hospitalier. Donc, sur le temps de travail délégué, moi, je n'ai qu'un élément aujourd'hui d'évaluation, c'est que l'exercice pluriprofessionnel amène les médecins généralistes à prendre plus de patients que quand ils sont en exercice isolé. Donc, indépendamment du travail, l'équilibre vie professionnelle, vie privée, et je ne miserai pas sur 3 médecins aujourd'hui pour un médecin hier, je n'ai pas du tout ces éléments-là en ma possession. Nous avons intérêt à travailler l'exercice pluriprofessionnel avec les médecins du territoire de façon à ce qu'ils optimisent leur temps, se dégagent eux-mêmes du temps, tout en prenant plus de patients. Ariane Bénard, puis Monsieur Durand. Oui, bonsoir à tous. Pardon, bonsoir à tous d'abord. J'ai une question d'Ignard et une observation. Je commence par l'observation qui est dans cette discipline comme dans les autres. Je ne peux pas m'empêcher de dire qu'on a quand même un vrai sujet sur les Côtes d'Armor et qu'il faut absolument, alors c'est pas l'objet de ce soir, hein, mais qu'il faut quand même que absolument on s'empare de ce sujet pour réparer les inégalités au sein de la région et qu'on ne se satisfasse pas d'indicateurs globalement satisfaisants au niveau de la région. On voit le retard
assez dramatique dans certaines disciplines des Côtes-d'Armor et avec des difficultés d'accès aux soins que tout le monde connaît. Et ma question, c'est est-ce que vous pouvez nous expliquer, alors pas dans le détail, mais de façon ultra pédagogique, comment, qui, quand procède à la répartition par spécialité au sein de la discipline médecine? Sur la fixation du nombre d'internes à accueillir en Bretagne? Non, Oui. la répartition par spécialité. Oui. Au sein de la médecine. Ce que tu évoquais finalement, de dire on Oui, y c'est travaille ça, c'est- après, on monte annuellement. Voilà, c'est ça. de répartition. Au mois de Alors, il y a janvier, en tout cas, deux- nous, au niveau statistique, au mois de janvier, on fait des tableaux de situation un peu, voilà, comme on fait le travail là pour les 4 professions, on fait des tableaux de suivi, en tout cas statistique, de la situation de chaque spécialité, avec aussi des éléments de projection. Et donc ça, on rencontre les facultés au mois de janvier à peu près pour en discuter. Et est-ce que c'est partagé avec... Pour poursuivre, Madame Bénard. Voilà, ça c'est que la première étape, qui est une étape locale voilà, de discussion. Je laisse peut-être Madame Chauvet continuer sur En la fait, suite. oui, c'est avec les 2 UFR de médecine sur où on partage l'ensemble des données que l'on peut avoir sur la démographie, le besoin, le taux de renouvellement, comme expliquait Aurélie. Et ensuite, on regarde par spécialité, donc là où le besoin est le plus fort. On doit le prioriser parce qu'évidemment, on peut faire toutes les demandes que l'on veut au niveau national, parce que comme vous dites, le qui, c'est au niveau de l'Observatoire national de la démographie des professionnels de santé, qui travaille ça ensuite avec la DGOS au niveau des RH en santé. Et ensuite, ça revient chez nous avec, voilà, vous avez le droit d'ouvrir, enfin, vous aurez X postes d'ouvert dans chaque UFR, dans telle spécialité, à hauteur de 1, à hauteur de 2, à hauteur de 0, voire on vous baisse le nombre, enfin, on vous augmente pas le nombre d'internes. Tout ça, c'est dans le cadre d'une péréquation nationale, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas que nous, en tant que région ARS, on remonte des besoins et qu'on fasse des demandes. C'est ensuite travailler au niveau national selon des méthodes de calcul que je ne vais pas expliquer ce soir parce que déjà, je ne les connais pas. Et deux, ce serait tout sauf pédagogique. Mais voilà, ça redescend, on va dire, avec alors des fois on est satisfait et des fois on n'est pas satisfait. Et on ne comprend pas toujours, pour être complètement honnête, le nombre, enfin les propositions, même pas des propositions, les décisions qui redescendent. Donc voilà, donc on connaît nos besoins, on les exprime par spécialité, au regard de critères très objectifs. Et on a le retour ou pas. Alors, on n'est pas une région qui est favorisée compte tenu de notre situation. Il faut quand même se le dire. Regardons Centre-Val de Loire, regardons même certains départements. Ces dernières années, le national a appliqué un taux d'augmentation du nombre d'internes, donc d'étudiants au 3e cycle, est plus important pour les régions les moins favorisées. Et du coup, c'est vrai qu'on n'est pas favorisé dans ces arbitrages. Et conforté également au regard de l'évolution réglementaire, il y a eu un changement dans le concours à l'internat. Avant, donc c'était les ECN et c'est passé, c'est désormais les EN, les épreuves nationales. Et suite à ça, on a eu un certain nombre d'étudiants, donc ça c'est au niveau national, qui ont décalé le passage du concours. Et donc, on a eu un décalage sur 2 ans. Donc, normalement, c'était uniquement sur l'année 2024, mais on le constate aussi sur l'année 2025, avec une diminution du nombre d'étudiants à avoir passé le concours. Donc, une forte diminution parce qu'on était à 9000 environ en 2023 et ont été inscrits en première année d'internat en 2024, environ un peu moins de 8000 étudiants. Donc, on a une forte baisse qui, au final, se répercute sur la région Bretagne, avec une diminution du nombre de postes ouverts à l'internat. 15% pour nous. Hein. Oui, c'est ça, 15%, mais aussi au niveau national. Donc, voilà, ces chiffres sont aussi contraints au niveau des évolutions réglementaires. Et ensuite, si on déroule la mécanique, Madame Bénard, il ne suffit pas effectivement qu'on forme pour que les professionnels aillent là où on a le plus besoin d'eux.
que ce soit en établissement ou que ce soit en cabinet de ville, effectivement. Ok, merci. Non, mais c'est la mécanique. Vous faites remonter des besoins et il y a un travail national que je ne connaissais pas clairement. Et de ce que vous dites, je comprends qu'il puisse y avoir une certaine distance entre les besoins et la réalité de ce qui est attribué en région. Oui, on a des curiosités par spécialité quand même. Faut quand même on n'a pas la marge de manœuvre quoi, en région pour former les internes dans les spécialités dont on estime avoir le besoin. Ok, merci. Alors, je vois une main levée. C'était Monsieur Durand, je crois, je ne le vois plus à l'écran, mais... Oui, bonsoir. Ce sur quoi je voulais intervenir, c'est effectivement sur les Côtes d'Armor. On peut se poser la question de la diminution du manque de médecins, mais aussi ce qui ressort de certains professeurs, notamment de Brest, c'est le découpage des internes qui viennent en formation sur les secteurs des Côtes d'Armor. Ce découpage entre Rennes et Brest semble, d'après certaines personnes, en décalage avec ce qu'on peut espérer sur le secteur des Côtes d'Armor et qui pourrait être un élément qui défavorise le Côtes d'Armor. C'est plus valable pour les hospitaliers. Alors, deux choses qu'il faut peut-être sans doute distinguer. Pour l'information de tous, effectivement, les subdivisions, les facultés, UFR de Brest et UFR de Rennes, ont des limites territoriales, ce qu'on appelle les limites de subdivision géographiques qui font l'objet d'un arrêté national, donc sur lesquels nous n'avons absolument pas la main en tant qu'autorité de santé. Ça conditionne derrière la mise en stage des internes. C'est-à-dire qu'en clair, Rennes, les internes de Rennes vont en stage en Ille-et-Vilaine, la grande majorité du Morbihan et 3/4 costarmoricains, on va dire ça. Non, alors non, dans l'arrêté, oui, mais ça c'est pour les stages en libéral plus qu'en hospitalier. Oui, et donc oui. Par exemple, le CH de Saint-Brieuc est dans la subdivision rennaise, le CH de Guingamp et de Lannion est dans la subdivision brestoise. D'accord ? Pour donner une idée de... Voilà. En libéral, il n'y a aucun problème par rapport à la mise en stage, par rapport à la médecine générale. On va dire ça comme ça. Je me caricature, c'est même pas en libéral, c'est par rapport à la médecine générale, enfin voilà, ça se passe très bien. Par rapport aux spécialités à l'hôpital, en revanche, on a souhaité justement ouvrir, et c'est le cas maintenant depuis 3 ans, voire 4, 3 ou 2022, le CH de Saint-Brieuc, pour ne pas le nommer, à l'ensemble des 2 subdivisions. C'est-à-dire que le CH de Saint-Brieuc propose des postes de stage pour les internes, tant à Brest qu'à Rennes. Et donc, dans le cadre des commissions, Saint-Brieuc est ouvert sur les 2 subdivisions de façon à ce qu'il y ait plus d'internes qui aillent en formation à Saint-Brieuc. Mais ça ne marche pas de manière hyper fluide aujourd'hui, il faut quand même se le dire. Il y a aussi les établissements de la subdivision brestoise qui sont demandeurs des internes et qu'il ne faut pas que les internes de la subdivision brestoise aillent à Saint-Brieuc au détriment des établissements finistériens et un petit peu costarmoricains sur l'ouest des Côtes d'Armor, par exemple. Donc, voilà. Donc, c'est pas au détriment, c'est que la limite, il y a beaucoup plus d'internes aussi, enfin, il y a plus d'internes sur la subdivision rennaise, donc ils sont aussi amenés à pourvoir la partie costarmoricaine qui leur revient. Oui, donc il pourrait s'étendre un petit peu sur l'ouest du département. Oui, mais aujourd'hui, il y a pas, enfin, il y a assez d'internes, on va dire, à la subdivision brestoise pour couvrir l'ouest du département. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent revenir, notamment des internes, qui sont en formation sur Rennes et qui souhaitent revenir sur l'ouest du département parce qu'ils sont issus de ce secteur d'activité? Alors, on a les chiffres de taux. C'est 82% des internes formés à Brest qui s'installent
sur le Finistère et une petite partie des Côtes-d'Armor. Et j'ai pas le chiffre rennais, par contre. De mémoire, il y a un taux de chute plus important à Rennes. C'est-à-dire, ils vont même en dehors de la Bretagne, hein, pour certains, contrairement à ceux qu'on forme sur la subdivision finistérienne. Mais voilà, j'ai pas les chiffres en tête pour regarder si on les a. Je regarde Aurélie, je sais pas si on peut les retrouver, je pense, le nombre de. Ah oui, je les ai pas là. On les mettra peut-être, je sais pas. On a des taux quand même importants dans les deux facultés de maintien des étudiants. Ouais. Mais vous soulevez un point important, Monsieur Durand, c'est valable pour la ville comme l'hôpital et pour tout étudiant. Il faut et c'est pour ça qu'on parle d'universitarisation, par exemple, de la profession, de la formation dentaire. Il faut irriguer le plus le territoire d'étudiants et d'internes en stage, parce qu'il n'y a pas que les internes, il y a aussi ceux qui sont avant l'internat. Ailleurs que dans les villes principales pour justement qu'ils découvrent un exercice et qu'ils aient envie d'y revenir. C'est tout à fait le levier qu'il faut poursuivre. Vous avez raison. Tout à fait. D'accord, merci. Monsieur Gilbert. Oui, je rebondis sur ce que vient de dire Monsieur Durand. J'étais au conseil d'administration de l'ARS vendredi dernier. Il y avait un jeune médecin de l'Éducation nationale qui était costarmoricain, qui a témoigné et qui a dit qu'il avait observé, puisqu'il était en fac à Rennes de médecine, qu'il y avait beaucoup moins de jeunes formés originaires des Côtes-d'Armor que des autres départements. Et il était dans cette logique de dire, si on n'est pas nombreux à venir se former en général, on ne va pas être nombreux non plus à y revenir. C'est mathématique. Donc voilà, c'était juste pour information, c'était son constat à lui, que dans sa cohorte et dans ce qu'il avait vu à la fac, puisqu'il venait de sortir de la fac en gros, il disait qu'il y avait un manque d'abord dans la fac de jeunes des Côtes-d'Armor. Ceci peut expliquer beaucoup de choses aussi. Mais c'est lui qui l'a dit, je ne sais pas si vous avez vos tableaux par rapport à ça. On note là, du coup, la demande un peu qui nous intéresse. Effectivement, on mobilise, je pense, tous les leviers qui sont à notre main, mais vous aurez aussi compris qu'on n'est pas seul et unique maître du jeu sur ces répartitions avec des mécaniques assez complexes où plusieurs acteurs, à commencer par les internes eux-mêmes, rentrent en ligne de compte. Mais on poursuit en tout cas les efforts en ce sens. Monsieur Guillard. Oui, je rejoins ce qui a été dit et je voulais surtout préciser que ne pas oublier de faciliter l'accueil des internes dans les établissements FEAP, privés à but non lucratif, parce que voilà, on a aussi une capacité d'accueil, une qualité d'accueil comme les établissements publics. Tout à fait. C'est bien, on a bien. Ouais. C'était la dernière, non, une dernière. La dernière, oui. D'accord. Ok. Écoutez, nous, de notre côté, on est arrivé au terme de notre présentation. Elle se poursuivra donc au sein de vos CTS sur des formats à définir. On va écrire demain en lien peut-être avec. Voilà, ça y est, vous apparaissez tous. La commission permanente, c'est récent. Voilà. On a bien noté la demande d'échange au niveau CTS. Bon, cette présentation, j'espère, aura un peu éclairé de votre côté le mécanisme qui était en place. Une demande de M. Olivier et de Nathalie Conomathieu. On va faire un retour au CTS pour qu'ils aient un échange peut-être au moins au bureau, pour qu'il y ait un avis collectif. On en échangera en CRSA plénière, en commission permanente aussi, il me semble, et en CRSA plénière. Donc, il y aura d'autres étapes. On sait que c'était un peu dense. On a essayé d'être pédagogique tout le long. Et puis, le webinaire sera mis à disposition. Évidemment, si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à nous les transmettre. Vous saurez nous
voulez, je pense, et on sera à votre disposition pour vous répondre ou échanger de vive voix. Donc, si personne ne souhaite... Ah, oui, monsieur Olivier, ce sera trop tard, mais ce qu'on se disait, c'est qu'on pouvait le présenter quand même, transmettre nos propositions au niveau national dans les délais qui nous sont demandés, et puis en indiquant bien que c'est sous réserve de ce qui sera mentionné par la CRSA, parce que ce calendrier, il nous est imposé, il nous est aussi imposer de nouvelles dispositions implique que la démocratie en santé soit mobilisée. Donc, on se dit qu'à quelques jours près, on peut envoyer un premier avis et puis signifier qu'on fera part aussi du retour de la CRSA derrière. Voilà. On n'obéit pas toujours exactement. Merci. Vous en prie. Monsieur Gilbert? Oui, est-ce que, je parle pour les CTS et le mien aussi, est-ce que tous les titulaires des CTS étaient invités ce soir? Oui. Tous, d'accord. Tout Okay. le monde a été invité avec 2 relances ou même 3, je crois. D'accord, ok. Bon, bah, ça me va, parce qu'effectivement, j'en vois pas forcément trop beaucoup. Et on a, comme pour la CRSA, c'est pas possible que ça passe à notre prochaine plénière qui est fin novembre. Donc, ça sera le bureau qui a lieu après-demain et qui est déjà très chargé. Donc, la démocratie pour présenter quelque chose qui a duré 2 heures aujourd'hui en 5 minutes à mon bureau, la démocratie en santé est un petit peu... C'est pour ça qu'on a invité tous les gens côté CTS. Mais ils auraient dû être là, ceux qui étaient invités. Ok. Bon, après, c'est des délais, etc. On comprend hein, les contraintes et puis ça s'améliorera peut-être avec le temps. On a essayé de faire au mieux. Le 28 novembre, c'est possible. Je vous propose de conclure ce webinaire. Merci beaucoup de votre participation, des questions et des échanges.